Bonjour et bienvenue chers amis une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui travaille sur l'évolution de l'humanité, qui se demande où va l'humanité, qui essaie d'y répondre. Et selon moi, l'humanité construit sans le savoir, nous construisons, l'ensemble humain construit sans le savoir, la perfection. L'état de perfection, d'ultime perfection pour l'ensemble humain. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra quelques siècles encore d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais peu importe, peut-être davantage d'ailleurs. Ça pour l'instant, on ne peut pas véritablement le savoir. Je pense que l'intelligence artificielle, la puissance des ordinateurs parviendra à démontrer déjà que cette finalité est rationnelle, que c'est une finalité logique, voilà, comme par exemple la théorie de Darwin, comme les idées de Galilée, etc., etc. Voilà. Donc, on parviendra à comprendre notre destinée, notre destination, et cette destination, c'est cette forme de paradis dont je parle, cette image qu'on peut tous se faire d'un paradis, un monde sans frontières, un monde de paix absolue, un monde de fraternité totale, où plus aucun homme n'est un danger pour lui-même, n'est un loup pour l'homme, n'est un danger pour lui-même, où chaque être humain a résolu toutes ses pathologies. Donc, en fait, ce qui nous rend dangereux, ce sont nos pathologies, ce sont nos souffrances, ce sont nos maltraitances, ce sont tout un tas de choses comme ça qui vont faire que... Alors peut-être il y a des petits trucs génétiques, mais ça aussi, c'est quelque chose que... Mince, j'ai oublié. C'est quelque chose que l'humanité parviendra à résoudre. Voilà. Et donc, un monde 100% écologique, un monde qui n'a plus d'impact sur la planète, qui est arrivé qui a changé ses valeurs. Là, on est sur des valeurs, par exemple, qui sont absurdes. On le sait tous, en théorie, le gaspillage, le goût du pouvoir, tout ça. On sait que ces valeurs-là, elles conduisent pas au bonheur. Le luxe, des choses comme ça ne conduisent pas au bonheur. Mais c'est des mécanismes qui permettent de construire l'humanité vers ce bonheur. Mais le bonheur est autre que ce que nous vivons. Nous vivons dans un monde qui est malade. On n'est pas... Voilà, il est parfait dans sa pathologie actuelle, dans ses pathologies. Le fait qu'on soit obligé de passer par la violence pour se rencontrer, c'est tout simplement parce que notre conscience n'est pas assez développée pour se rapprocher entre Chinois et Américains de façon absolument tendre, douce, parce que on cherche à avoir le pouvoir, l'un veut le pouvoir sur l'autre, etc. Il y a le dominant, le prétendant, comme dans le système primate d'où nous venons, hein. C'est tout simplement ça. C'est pas plus difficile que ça de comprendre ça. Voilà. Donc, cet état de paradis, c'est pour vivre le bonheur, en fait. C'est ça. C'est la quête du bonheur. Et la quête du bonheur, eh bien, on va le rencontrer en termes un peu curieux dans les réflexions que je commence à mettre, que j'ai mis en route sur les libertariens. Les libertariens parlent justement du bonheur. Et malheureusement, il y a toutes sortes de libertariens apparemment, hein. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je veux en faire vraiment la critique parce que là, on se rend compte que
Ben, c'est ce qu'on est en train de nous imposer, c'est ce que les États-Unis sont en train de nous imposer. Les oligarques, quelques oligarques, le chef d'État, etc., sont en train d'amener cette idée de libertarien dans le monde. C'est-à-dire déréguler la liberté absolue, la liberté de faire ce qu'on veut, la propriété privée comme une sorte d'apothéose et sur laquelle on ne doit pas toucher. On n'a pas le droit de toucher à la propriété privée d'un individu, sauf que ils se sont constitués sur un monde qui n'est pas libertarien, donc sur de l'injustice. Les richesses, les milliardaires la plupart se sont constitués sur le pillage de quelqu'un d'autre, de l'idée de quelqu'un d'autre, enfin bref, il n'y a pas de justice là-dedans, il n'y a pas de principe de justice. Donc, on ne peut pas partir d'un moment où on ne devrait plus contester ce qui se passe, que les 1 ou 2% de la population détiennent la richesse de la planète. C'est pas possible, on peut pas partir sur des bases comme ça. Alors, on va réfléchir, on va essayer d'avancer sur cette idée. Donc, pour ce faire, j'ai entamé une émission de France Culture, Les Chemins de la Philosophie, qui était consacrée aux libertariens. La série s'appelait « Qui a peur des libertariens ?» L'épisode 3 que j'ai entamé tout à l'heure, hier, disons, était consacré à Ayn Rand, égoïste et fière de l'être. C'est en gros celle qui a amené une sorte, on pourrait dire l'initiatrice de cette vision libertarienne. Elle était russe et elle a été elle a immigré aux États-Unis et elle était complètement révoltée par le système communiste qui voulait l'égalité, qui empêchait la créativité, etc. Et elle a, sur de nombreux plans, elle a sans doute raison, c'est clair, il n'y a pas de problème. Sauf qu'elle ne voit, son aveuglement, en somme, d'après ce que je vois, d'après ce que je lis, son aveuglement fait qu'elle ne peut pas voir non plus les choses positives qui étaient derrière les valeurs qui... Donc, en somme, elle a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, dans certaines... Voilà. Alors, je lance cet audio, c'est le 2e épisode, et puis je commente éventuellement. A raison. Donc Ayn Rand n'est pas seulement une figure libertarienne malgré elle ou une figure sulfureuse, subversive, parce qu'il faut quand même le dire, elle est mal vue, elle a quelque chose, enfin c'est une peau de vache. Donc voilà, elle a c'est quand même un sacré personnage. Donc elle n'est pas que ça, elle n'est pas non plus qu'une lecture un petit peu de jeunesse d'un certain nombre de figures intellectuelles aux États-Unis qui se seraient fait peur à lire Ayn Rand. Elle a véritablement une philosophie et c'est ce que vous voulez défendre, vous, Alain Laurent. Absolument. Oui. Alors, j'allais dire le paradoxe, c'est qu'elle n'a pas commencé comme philosophe. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle est arrivée en 1923 aux États-Unis, a commencé à faire tous les métiers, ce qui est tout à fait typiquement américain. Ensuite, elle s'est essayée au cinéma. Elle a écrit des scénarios, des choses comme ça. Et puis enfin, c'était son grand objectif, écrire des romans. Et il y avait, une pensée implicite qu'elle défendait dans ses romans, peut-être sans en être tout à fait consciente. Et lorsqu'elle a publié, par exemple, Nous les vivants, mais surtout après The Fountainhead, la source vive, elle a compris. D'ailleurs, ce sont des lecteurs qui lui écrivaient, qui lui demandaient, mais quelles sont les bases de la pensée que vous êtes en train d'illustrer. Alors, elle a voulu en faire beaucoup plus, c'est ce qu'elle a fait avec son 2e très grand roman, Attache-Feuille, la traduction en français c'est la grève, dans lequel il y a un morceau de bravoure, c'est presque un livre dans le livre, presque une centaine de pages, où elle expose en effet les principes fondamentaux de sa philosophie. Mais elle a pris plusieurs années pour revenir aux sources, comme je le disais,
jamais essayer de savoir à partir de quoi je peux tout refonder. Alors, on travaillera sur ces principes de la philosophie. J'ai écouté, il y a une sorte de podcast qui parle de ça, quelqu'un qui lit ce passage de son roman La Grève, et donc on partira de ça pour faire pour réfléchir, pour voir un peu les incohérences, mais qui correspondent aussi à une période, hein, parce que il y a ce qu'elle écrivait dans les années 20 ou 30, je ne sais pas quand, et puis est-ce que ça correspond, comment ça peut être récupéré par les libertariens aujourd'hui, quelles sont les incohérences, qu'est-ce qui a changé entre ces deux périodes? Refonder. Et bien justement, on va écouter un extrait de La Grève, donc son grand roman. Alors il y en a eu un autre avant, c'est quand même La Source Vive, mais quand même La Grève, best-seller aux États-Unis, qui a changé la vie d'un certain nombre de ses lecteurs, soi-disant le plus lu après la Bible. Donc Ayn Rand, La Grève, on écoute tout de suite un extrait interprété par François Raison. C'est impressionnant. Et alors La Grève, c'est l'histoire, c'est des patrons qui se mettent en grève, en somme, parce que... Au nom de ce qu'il y a de meilleur en vous, ne sacrifiez pas ce monde à ceux qui en sont la lie. Au nom des valeurs qui vous maintiennent en vie, ne laissez pas votre vision de l'homme se corrompre au contact de la laideur, de la lâcheté, de la stupidité de ceux qui n'ont jamais mérité le nom d'homme. Ne perdez pas de vue que ce qui caractérise un homme digne de ce nom, c'est la droiture, un esprit intransigeant et l'inlassable désir de progresser. Ne laissez pas disparaître le héros qui est en vous par frustration de n'avoir jamais pu vivre la vie que vous méritiez. Alors, l'inlassable désir de progresser, il est fondamental et il faut laisser l'opportunité à ceux qui ont envie de faire progresser les choses, de les faire. Mais c'est pas pour ça qu'il faut parler du reste de l'humanité comme une lie, en gros. C'est là où c'est extrêmement tendancieux, parce que ça correspond aux visions fascistes du monde. La vie que vous méritiez. Assurez-vous de la route à suivre et de la bataille à mener. Le monde auquel vous aspiriez existe. Il est réel, il est possible, il est à vous. Mais le gagner exige de rompre avec le passé et de rejeter le dogme selon lequel l'homme est un animal sacrificiel dont l'existence est vouée au plaisir des autres. Lutter pour affirmer... C'est pourtant ce qui adviendra en finalité, à un certain moment. L'empathie permettra de faire que, oui, on voudra le bonheur d'autrui, et autrui voudra le nôtre, puisque l'ensemble humain aura atteint un même niveau ça ne sera pas maître et esclave, ça sera une fraternité, ça sera une symbiose. Et là, oui, c'est des échanges absolus, quoi. Là, on est arrivé à l'absolu, c'est-à-dire faire le bien pour autrui, et l'autrui nous fait du bien. C'est ce qu'on réclame, c'est ce que tout le monde espère dans un couple, par exemple. Voilà, ça serait l'équilibre parfait. D'ailleurs, ça vaudrait le coup d'y réfléchir avant de se mettre en couple, de vraiment penser à cet équilibre. Voilà, ce travail ça devrait être une des phrases que le maire ou que le curé propose, ou l'imam ou le rabbin propose dans son truc. Est-ce que vous êtes prêt à donner à ce plaisir mutuel à deux? Pour affirmer votre valeur, lutter pour revendiquer votre fierté, lutter pour la suprématie de l'esprit rationnel, l'essence même de l'homme, lutter sans faiblir avec la certitude radieuse que votre morale est une éthique de vie, que votre combat est celui de tout accomplissement, de toute valeur, de toute grandeur, de tout bien, de toute joie qui ait jamais existé sur cette terre. Vous gagnerez le jour où vous serez prêt à prononcer le serment que j'ai prêté moi-même au début de mon combat. Et pour ceux qui aspirent au jour de mon retour, je vais maintenant le répéter au monde entier. Je jure, sur ma vie et l'amour que j'ai pour elle, de ne jamais vivre pour les autres, ni demander aux autres de vivre pour moi. Alors, on est dans quelque chose d'absolument
bon, voilà, ça va à l'encontre absolue de l'évolution de l'humanité, de l'évolution de la conscience humaine. Toutes les grandes religions, et évidemment, elle était athée, Ayn Rand, sous le grand principe du bolchevisme qui faisait du marxisme, qui prônait que la religion c'était l'opium du peuple. Mais je ne sais même pas si Marx était aussi radical. Mais en tout cas, évidemment que si on s'éloigne des valeurs de l'humanité, mais ces valeurs, c'est ce qui font que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que, justement, les valeurs disent « fais du bien à ton prochain ». Toutes ces grandes valeurs qui sont, et qu'on retrouve dans toutes les grandes spiritualités, qu'on retrouve dans la philosophie, qu'on retrouve... la spiritualité, la philosophie ne prône pas, aucune philosophie, aucune religion ne prône l'égoïsme. C'est pas vrai. Donc c'est vraiment l'inverse. Donc il y a vraiment quelque chose qui veut détruire, en somme, inconsciemment, hein, le chemin de l'humanité. Mais par colère, à mon sens, peut-être contre le monde qui l'a poussé à quitter la Russie, qui était sa base, quoi, sa vie. Et donc, le radicalisme des communistes, des bolcheviks, a fait que elle a été obligée de partir de ce pays qui est chacun est né quelque part et c'est un endroit qui est important dans nos existences. Et donc, ça soulève une colère inouïe et qui se transmet aussi à travers nos paroles quand ça ne peut pas passer par la violence ou physique ou autrement. C'était donc un extrait de La Grève de Ayn Rand, la troisième partie, A et A. Alors il faut dire d'ailleurs que cette troisième partie s'intitule en référence justement à la logique d'Aristote. Elle y fait un certain nombre de clins d'œil donc dans ce roman où sont effectivement déjà lisibles les grandes lignes de sa pensée philosophique, même si elle ne l'a pas encore formalisée. Donc on a entendu l'individu héroïque, l'anti-sacrifice, l'esprit rationnel et l'éthique de vie. Et puis quand même cette phrase pour conclure, Alain Laurent: « Je jure sur ma vie et l'amour que j'ai pour elle de ne jamais vivre pour les autres, ni demander aux autres de vivre pour moi ». Comment une telle phrase a-t-elle une portée philosophique ou peut-elle prendre en tout cas une dimension philosophique ? Alors, en arrière-plan, il y a ce que Ayn Rand illustrait, défendait depuis assez longtemps dans ses premiers romans, le fait que l'être humain est voué à vivre pour lui-même, vivre pour soi. J'observe d'ailleurs tout de suite que vivre pour soi ne veut nullement dire ne vivre que pour soi, mais vivre pour soi. Il n'y a pas de raison de s'effacer, de renoncer à ses prétentions, par exemple, au bonheur ou à l'accomplissement de sa propre personne. Donc c'est ça la ligne directrice. Rien ne doit empêcher un individu. Elle ne dit même pas de s'épanouir, mais vraiment le self-fulfilling, c'est l'accomplissement. Et on s'accomplit en réalisant ça. On s'accomplit en réalisant un certain nombre de choses. Donc, alors ça, c'est honorable, au contraire. C'est clair que les valeurs qui étaient en opposition aux valeurs communistes, les valeurs capitalistes, les valeurs américaines, qui étaient la liberté d'être ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est important. Simplement, on voit les dérives que ça peut amener quand la liberté... on le voit quand les Américains ont pris la liberté de penser que leur modèle était le plus important et de l'imposer par la violence, par la force, en massacrant un paquet de monde, quoi. Donc là, ça ne peut plus aller à ce niveau-là, dans cette liberté. S'ils étaient restés comme un modèle reculé en disant voilà ce que nous sommes, nous travaillons sur ça et nous embêtons personne dans le monde. D'accord, il n'y a aucun problème à ce moment-là. Mais ça n'a pas été le cas depuis les années, depuis la sortie de la guerre.
on est dans un autre monde avec l'état d'esprit américain. Et cet état d'esprit est un peu pathologique. Donc tout ce qui fait obstacle à cela est quelque chose qui est à écarter. Bien. Mais ça peut être tout autant des contraintes matérielles, économiques, de milieu, d'origine sociale, culturelle. Oui, alors... et c'est là où justement, en somme, en s'établissant sur les idées de Ayn Rand, évidemment l'Amérique peut dire ne m'embêtez pas, ne me mettez pas de bâton dans, ne m'empêchez pas de devenir le maître du monde, ne m'empêchez pas de jouer le rôle du gendarme du monde, parce que c'est ce que je pense, je veux ça, voilà. Et c'est dans ce mécanisme-là, et on voit que l'Occident est sur ce principe-là. Partout où qu'il soit, l'Occident agit comme ça. Laissez-moi faire, c'est mon bonheur de massacrer, d'expulser telle autre communauté, etc., de l'utiliser, de la coloniser, de faire, etc. C'est mon plaisir, laissez-moi, c'est mon bonheur, laissez-moi vivre cet état-là. Et c'est là où ça peut pas fonctionner, quoi. Social, culturel. Oui, alors ça vient surtout des rapports avec les autres, surtout si ces rapports sont institutionnels, par exemple par l'intermédiaire du gouvernement ou de l'État ou d'autres formes. Mais ça peut être aussi dans la relation purement personnelle. Et quelque chose aussi qui est une des grandes motivations de la pensée d'Ayn Rand, c'est le refus de ce qu'elle appelle le sacrificiel. On ne doit pas, et donc ça transparaît très bien dans la dernière phrase prononcée par John Gould, je ne veux pas vivre pour les autres, mais je ne demande pas non plus aux autres de vivre pour moi. Oui, mais voilà, ça irait si les riches, par exemple, ne profitaient pas du système de ceux qui sacrifient leur bonheur pour le bonheur de ces riches. Et il y en a un paquet, sinon ils rendraient heureux leurs employés, quoi. Voilà. Donc le fait de faire travailler des gens pour eux de façon et sans leur offrir le bonheur, eh bien c'est déjà une demande de sacrifice de la part de l'autre. Voilà, les entreprises qui délocalisent en Inde ou ailleurs et qui font travailler des gens à 10-12 heures par jour dans des conditions lamentables, ils sont pas du tout voilà, c'est pas du libertarien, ils sont loin de la philosophie libertarienne à ce moment-là, parce qu'ils demandent à autrui de se sacrifier pour sa propre richesse. Et là, c'est... Ce qui n'exclut absolument pas le fait de vivre en bonne intelligence avec eux. L'idée maîtresse d'Ayn Rand, par ailleurs, sur ce plan-là, c'est celui du respect mutuel de l'indépendance de chacun, et sur cette base, la coopération volontaire, mais surtout pas imposée. On choisit avec qui on veut coopérer pour réaliser tel ou... La coopération volontaire, c'est valable si on n'organise pas, si les riches n'organisent pas un monde où on n'a pas le choix. Voilà. Si chacun a un petit bout de terrain, ça serait valable dans un monde où tout le monde aurait la possibilité d'avoir de la possession, puisque la propriété privée, c'est quelque chose de fondamental pour les libertariens. Chacun a droit à sa propriété privée, il a sa propriété privée, il peut vivre sans rien demander à personne, et à ce moment-là, oui, il va discuter avec une entreprise, avec un milliardaire qui a une entreprise, en lui disant je veux bien travailler pour toi parce que voilà, ça m'arrange, je m'ennuie, j'aime travailler, j'aime faire ce que je fais, donc voilà combien tu me donnes en fonction. Alors là, il n'y a aucun problème si c'est dans une égalité comme ça. Mais si l'homme
le système s'est organisé pour faire des indigents qui soient obligés de mendier leur pitance en donnant leurs plus belles heures d'existence pendant toute leur existence, là on est dans un abus et une manipulation absolue. Réaliser telle ou telle chose. Mais pourquoi a-t-elle développé cette philosophie, une telle philosophie à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que elle-même, alors désolé de rabattre ça sur le biographique, peut-être que c'est pas la bonne méthode, mais pourquoi tout à coup envisager que l'État est forcément un intervenant intrusif? Est-ce que c'est l'époque qui voulait ça parce qu'il y avait l'époque du communisme, du collectivisme, ou est-ce que c'est véritablement elle dans son parcours qui a émigré de la Russie, enfin de l'URSS aux États-Unis, qui a rencontré ça sur ce base et a l'impression de être une self-made woman, vous voyez? C'est les deux, mon général, comme on dit. D'une part, il y a la personnalité même d'Ayn Rand, une forte personnalité qui s'affirmait dès l'enfance. Alors, elle tenait un diary, une sorte de petit journal intime, dans lequel, à l'âge de 12 ans, elle dit « Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus croire en Dieu ». Et dans le contexte de l'époque, et même sa famille qui était juive, etc., c'était vraiment... Curieusement, j'ai fait la même chose, un peu avant même, d'ailleurs. Je suis arrivé et j'ai dit à mes parents, Dieu n'existe pas et je vais vous le prouver et tout. Mais ils se sont arrachés les cheveux, ils ont regardé et j'ai essayé de démontrer par des raisonnements, je ne sais plus lesquels, mais bon, bref. Voilà. Etc. C'était vraiment quelque chose de parfaitement insurrectionnel. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a donc cette personnalité fortement affirmée. Et puis en effet, il y a le contexte, enfin deux contextes. Le premier contexte, c'est qu'elle a donc grandi, enfant, adolescente, jeune femme étudiante donc à l'université de Saint-Pétersbourg, dans un contexte où on sort à peine j'allais dire, la tyrannie tsariste pour retomber dans celle du communisme. Donc elle a connu l'État soviétique naissant, le collectivisme, et elle en a retiré à jamais une allergie viscérale totale. Et lorsqu'elle émigre aux États-Unis, elle arrive au moment où il y a la naissance du welfare state, de l'État-providence, qui lui-même est extrêmement intrusif, interventionniste. Et donc, ça le renforce dans l'idée qu'en effet, l'État sort tout à fait de sa destination propre, naturelle, si je puis dire, qui est celle de protéger la liberté des individus, ce que je trouve, donc c'était l'héritage des pères fondateurs aux États-Unis, et par conséquent, s'il y a des gens d'ailleurs qu'elle admire beaucoup, ce sont les Founding Fathers, les pères fondateurs de la Constitution américaine, Jefferson, etc. Et elle voudrait qu'on en revienne à cela parce que c'était des gens qui garantissaient, grâce à un État minimal, la sécurité et la prospérité des individus, mais qui ne se mêlaient pas donc de leur vie, des relations qu'ils avaient avec les autres. Voilà. Donc c'est quelqu'un de ce point de vue-là presque de très traditionnel, de très classique, avec ce renvoi toujours au père fondateur de la démocratie américaine. Sauf qu'à ce moment-là, lorsqu'elle écrit en particulier La Grève, et même avant avec... Oui, et sauf que à l'époque des pères fondateurs, ils s'affirment aux dépens d'autrui. Ils prennent la propriété privée des autres, même si les Indiens qui étaient là ne fonctionnaient sur un autre mode sans avoir de papier, de possession d'actes de propriété, mais ils étaient dans un système de propriété collectiviste, dans un système de propriété qui appartenait à tout le monde. Et donc, ces pères fondateurs font partie de ceux qui se sont appropriés, qui ont spolié, qui ont volé, qui ont utilisé de la main-d'œuvre, qui ont rendu malheureux pour s'affirmer, etc., etc. Qui ont mis en esclavage, qui avaient des esclaves pour la plupart. On est loin de quelque chose d'idéal. Et donc, il y a vraiment quelque chose à mon sens, de pas vraiment réfléchi dans ce type de théorie, qui ne voit pas la complexité, qui voit pas qui est borné
sur son idée, comme bon ben voilà, hein, mais un dictateur est dans le même principe. Hein, c'est comme ça que ça doit être, et on ne voit pas les conséquences, Même avant, avec nous les vivants et aussi la source vive, elle estime que cet héritage des pères fondateurs est menacé, terriblement menacé aux États-Unis. Voilà le contexte. Donc, c'est bien la rencontre d'une personnalité très affirmée qui veut vivre pour elle-même, qui décide de tout par elle-même et pour elle-même, et d'autre part de ce contexte que je viens de rappeler à très grands traits. Et ce que va faire Ayn Rand, effectivement, elle ne va pas se contenter de déplorer la perte ou la menace de la philosophie des pères fondateurs. Elle va, comme vous l'avez dit, Alain Laurent, construire une véritable philosophie, mais pas seulement une philosophie politique, mais une métaphysique, une logique, et elle va accorder un très grand rôle à la raison. On va tout de suite écouter une archive d'elle où justement elle développe ce rôle qu'elle donne à la raison. Alors on va arrêter là. Pour cette mort, on peut aller... Développe ce rôle qu'elle donne à la raison. Ma morale est basée sur la vie de l'homme en tant qu'étalon de valeur. Et puisque l'esprit de l'homme est son moyen de survie fondamental, je soutiens que si l'homme veut vivre sur Terre et vivre en tant qu'être humain, il doit tenir la raison pour un absolu. Je veux dire par là qu'il doit considérer la raison comme son seul guide d'action et qu'il doit vivre selon le jugement de son propre esprit. Et là, c'est un problème, la raison. Est-ce que la raison peut être un absolu? Est-ce que la raison peut être la seule... le seul guide de l'humanité, c'est-à-dire hors du spirituel en somme, hors des valeurs spirituelles. Je pense que un monde qui va que vers la raison s'autodétruit. C'est un monde qui construirait un système de simples prédateurs qui seraient obligés de se dévorer entre eux parce que c'est leur mécanisme. Voilà le propre esprit. Que son but le plus élevé est la réalisation de son propre bonheur et qu'il ne doit pas forcer les autres ni accepter que les autres le forcent. Que chaque homme doit vivre comme une fin en soi et suivre son propre intérêt personnel, rationnel. Alors quand on écoute la voix de Ayn Rand, donc toujours une archive de 1959, tout paraît extrêmement limpide, Alain Laurent, effectivement. Mais ça ne marche pas parce que forcément, il y a l'ambition, il y a toutes les données dans le psychisme humain. Donc quelqu'un qui va gagner, qui va avoir sa petite boutique, il est là, il embête personne, il est dans un équilibre avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais il va vous convoiter la boutique d'à côté pour s'agrandir, etc. On va passer dans un modèle comme ça, qui va devenir une entreprise, et à partir d'un certain moment, eh bien, il va empiéter sur la volonté des autres. Il va obligatoirement brimer la volonté d'autrui. Un Ford, il va s'organiser pour enlever les tramways qui étaient l'idéal dans les villes pour pouvoir faire passer ces voitures. Et donc pour pouvoir vendre des voitures. Et donc là, il empiète déjà dans le bonheur d'autrui. Il part dans un... Alors oui, que ça se passe comme ça, la vie, il n'y a pas de problème, mais il empiète dans quelque chose. Voilà. Et puis, il devient ingérable. On peut plus... On est le pot de terre devant le pot de fer. D'un seul coup, il a pris tellement de puissance un individu qu'on ne peut plus rien faire devant lui. On peut même pas se révolter. On peut plus. On est obligé d'accepter sa combativité, son agressivité, sa compétitivité, ses valeurs, etc., qu'il impose aux politiques, etc. Donc, on sort complètement
C'est pour ça que ça tient pas réellement. Limpide, Alain Laurent. Effectivement, pour s'en sortir, le meilleur moyen est encore d'en faire appel à sa raison. C'est-à-dire, elle le dit très bien, c'est un moyen de survie. Mais est-ce qu'elle ne confond pas quand même raison et volonté ? Non. Alors, la justification de la raison chez Ayn Rand repose sur deux bases. D'une part, c'est une vision générale de ce qui a permis justement à l'espèce humaine de survivre, de se développer. C'est la référence à la raison. Une raison qu'il faut entendre non pas d'une façon pure coupée de la réalité, parce que le principal intérêt de la raison, ce qu'elle doit faire, c'est reconnaître l'existence du réel, essayer d'en comprendre les lois qui le gouvernent. Donc il y a ça. Et puis la deuxième justification derrière ça, plus au niveau donc de ce qui se passe dans un individu, c'est que seule la raison peut protéger l'individu d'être emporté par l'instinct, par les pulsions, par les caprices. Tout cela, c'est quelque chose de terriblement destructeur. Et on ne peut parvenir à rien. Mais c'est pas possible, parce que justement, c'est l'instinct et les pulsions, en fait, la pulsion de grossir pour un entrepreneur, elle est inhérente à son psychisme. C'est ce qui fait qu'il est un entrepreneur, c'est ce qui fait qu'il veut aller plus loin, etc., qu'il veut prendre des parts de marché, et surtout dans un système capitaliste. Donc, c'est antinomique, ça ne va pas, c'est soit l'un soit l'autre. La raison voudrait que, oui, alors, à chaque moment de sa progression, il se pose la question, est-ce que j'empiète pas sur l'autre? Est-ce que je vais lui faire une proposition pour lui racheter sa boutique dans quelque chose, est-ce que je le spolie pas parce que il a des difficultés, ou parce que quand je me suis installé là, finalement je l'ai étouffé, quoi. Voilà, on est dans quelque chose où la morale doit être derrière, où l'éthique humaine, où la spiritualité peut faire la jonction, où les valeurs, par exemple, du communisme peuvent apporter certaines valeurs ou du christianisme, ou voilà, dire tu ne dois pas abuser de ton congénère, etc. Il y a tout ça qui peut rentrer. La raison elle-même ne suffit pas. Et l'instinct et les pulsions et les tendances de l'individu, elles le prônent d'un autre côté. Donc c'est complètement antagoniste en somme. C'est ce qu'elle appelle, et c'est ce qui donne naissance à ce qu'elle appelait par ailleurs, qu'elle a toujours combattu, le mysticisme. Donc le mysticisme égare l'être humain, le fait sortir de la réalité, ne lui permet pas de maîtriser heureusement la réalité, et seule la raison, en effet, sur ce double plan de l'humanité d'une part et de chaque individu en particulier est quelque chose qui s'impose absolument. Mais quand même, le fait de parler de raison plus que de volonté ancre Ayn Rand du côté plus d'une métaphysique. Et en fait, c'est là où on voit un philosophe comme Kant ou comme Hegel, ils vont aller chercher la complexité, ils vont aller voir un peu toutes les conséquences de leur propre théorie, de leur propre façon de penser, pour vraiment cerner la force de tout. Et c'est peut-être ce qu'on peut reprocher, à mon sens, tel que je l'entends là. Je sais pas, je connais pas son œuvre ni rien, mais tel que je l'entends, ce qu'on peut reprocher à Ayn Rand, c'est d'être trop brutal dans ses idées, d'être trop binaire, d'être trop manichéenne. Plus d'une métaphysique. Elle va plus être du côté d'une philosophie métaphysique qu'une d'une côté du philosophie de l'action, vous voyez, parce qu'en fait, survivre, bien agir, la volonté en fait peut agir de manière droite. On n'a pas forcément besoin de faire appel à la raison. Donc on peut éduquer sa volonté. Donc si elle utilise quand même cette notion de raison, c'est pas par hasard, j'imagine. C'est qu'il y a véritablement quelque chose, soit l'idée de vouloir justifier, de
donné une assise conceptuelle forte à sa théorie, soit parce que effectivement la raison jusque-là n'avait pas été vue comme un moyen d'action, mais juste comme une réflexion un petit peu abstraite. Tout à fait. Elle donne une acception à raison qui est tout à fait... qui repose sur une profonde sensibilité, mais la sensibilité éduquée justement par la rationalité. Elle distingue d'ailleurs la rationalité de la raison. La rationalité, c'est la raison en acte. Et cette raison, donc l'être humain ne peut, en tant qu'individu, en effet, ne peut s'accomplir que s'il fait librement, sans qu'on le lui impose, usage de cette raison. À la fois au sens du réalisme, reconnaître la réalité, mais également au sens de la logique. Et c'est ce qu'elle va donc emprunter à Aristote avec, par exemple, le principe de non-contradiction, ce qu'elle rebaptise le principe d'identité. Et de cela, elle déduit pas mal de conséquences. Par exemple, de ce principe d'identité, elle déduit ce qu'elle appelle le principe de causalité, qui est beaucoup plus, en effet, la raison en action. Alors, le principe de causalité, souvent, on le traduit en disant il n'y a pas toute cause entraîne des effets. Mais elle prend le problème à l'envers, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet sans cause. Et pour s'accomplir, soit individuellement, soit collectivement, l'être humain, en effet, doit partir de ce qui permet d'obtenir tel ou tel effet. D'où l'intérêt chez Ayn de ce qu'elle appelle la productivité, qu'il ne faut pas du tout prendre au sens entrepreneurial actuel. La productivité, c'est la capacité d'un être humain à prendre des initiatives, à générer un certain nombre d'effets qui sont efficaces, à la fois dans ce qu'il se propose de réaliser lui-même, mais également sur le plan de la coopération volontaire entre les êtres humains. Alors oui, et ça me fait penser quand même qu'il faut resituer cette théorie dans les années 20 ou 30, je ne sais pas, la grève, je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'a écrit. Et aujourd'hui, il y a une grosse différence, même les années 60, la perspective d'un fonctionnement universel était moindre. Il y avait le rideau de fer, il y avait la lutte entre le communisme et le capitalisme qui était malgré tout, même si elle allait pas dans des excès complètement fous comme une bagarre atomique ou des choses comme ça, il y avait une raison qui tenait quand même un peu la route, mais personne voyait d'issue à ce moment-là. Il fallait que un des deux dominants cède la place. Il n'y avait pas la place pour les deux dominants. Et c'était une erreur d'ailleurs. C'est une faiblesse de la conscience parce que en réalité, les deux apportaient les deux choses fondamentales pour l'humanité: l'égalité, la fraternité d'un côté, la créativité et la liberté de l'autre. Et donc l'idéal aurait été de dire on peut faire une jonction et trouver la meilleure. C'est d'ailleurs ce qui s'est fait. C'est d'ailleurs ce qui s'est réalisé finalement un peu. C'est-à-dire que le communisme dans les années 60, à partir des années 60, a été obligé d'offrir un peu de liberté à l'URSS pour pouvoir tenir, et puis le capitalisme a dû donner du social, donner le maximum de bonheur à ses ouvriers, parce qu'en face le communisme donnait d'un appartement, les soins gratuits, etc. Ils ont été obligés d'offrir le meilleur à ce moment-là. Et on voit que quand le communisme est tombé, le capitalisme a récupéré toutes ses billes. Il veut tout privatiser, l'hôpital, le truc, etc. Mais ça, il y avait ces deux moments bien différents. Et on est dans un moment où on peut commencer à penser l'universel. Et si on pense l'universel, on peut penser de ne plus être dans une agressivité
dans un... On peut commencer à penser une évolution qui ne s'affirme pas aux dépens d'autrui. Donc, un véritable libertalisme. Oui, un libertalisme humain, à face humaine, quoi. Et c'est pas ce que cherchent à nous imposer, je pense, actuellement les êtres humains. Donc elle va déduire d'Aristote, si je vous suis bien, Alain Laurent, Ayn Rand va déduire d'Aristote ce principe à la fois de logique, de causalité, mais aussi donc de morale. D'ailleurs, dans l'archive qu'on a entendue, elle commence l'archive ainsi, My Morality. Donc ça veut bien dire, en fait, ma morale va se baser sur une philosophie de la logique, de la métaphysique, de laquelle je vais déduire le fait que chaque action doit être à tout prix justifiée par un certain nombre de moyens. En fait, c'est la fin justifie les moyens, c'est ça. Si vous le voulez, mais ce qui est certain, c'est que elle avait une sorte d'éthique ou de morale, je ne dirais pas implicite parce qu'elle s'explicitait tout de même, mais dont les fondements n'étaient pas tellement assurés. Et sous la pression de ses lecteurs, surtout lorsqu'elle a eu publié, alors d'abord La Source vive et ensuite La Grève. Donc en 1957. Mais il faut que je revienne en effet à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il faut que je trouve une justification. Alors elle dit quelque chose qui va faire frémir peut-être plus d'un auditeur. Il faut que je donne une justification morale au capitalisme, par exemple. Mais il faut également que je donne une justification morale au fait que l'on doive vivre pour soi, sous réserve, en effet, de respecter le même droit chez les autres. Alors... Donc elle procède à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'elle a trouvé chez Aristote un moyen de développer sa pensée. C'est qu'en fait, elle a une pensée et puis elle se dit, bon, pour qu'elle soit valable quand même, il faut que je trouve... Absolument. À un moment donné, elle s'est dit, ce que je pense manque de fondement. Je ne peux pas l'argumenter et il faut que je l'argumente davantage. Donc le retour aux sources et aux fondamentaux s'effectue alors par l'intermédiaire de ce qu'elle appelle une métaphysique, avec un sens tout à fait curieux d'ailleurs qu'elle donne au sens métaphysique. Pour elle, métaphysique, ça veut dire tout ce qui est vraiment essentiel dans le rapport à la réalité, et pas du tout métaphysique au sens justement où ça irait au-delà du monde physique. Pour Ayn Rand, n'existe que le monde physique. Il faut se souvenir de ce que je rappelais tout à l'heure. C'est une athée et par conséquent quelqu'un qui refuse ce qu'elle appelle le mysticisme. Donc à partir de cela, elle cherche une base qui soit, on pourrait presque dire, fondationniste, le fondement rationnel de tout, dont, et vous aviez raison tout à l'heure d'employer le mot déduction, donc du métaphysique et du cognitif également. C'est une des premières personnes qui a attaché la plus grande valeur au cognitif. Comment l'être humain, comment l'esprit humain doit-il s'y prendre pour arriver à comprendre le réel, et donne une grande importance à tout ce qui est au concept, à la conceptualisation sur laquelle rien n'est possible. Et de cela, en effet, elle déduit une éthique, donc comme le dit souvent, de l'épistémologie, je conclus, à l'éthique, et ensuite à une politique. Donc ce qu'elle avait posé au départ de l'éthique et de la politique lui semblait devoir être davantage fondée, presque une démarche cartésienne, revenir à quelque chose de fondamental, et donc elle montre ensuite que tout ça peut et doit se déduire. Mais alors, qui est fou... Je pense qu'il y a justement une vision passéiste, on pourrait dire, je ne sais pas, réactionnaire peut-être, passéiste, mais en fait, et je pense que c'est malheureusement le cas de tous les philosophes qui prennent appui sur une théorie ancienne, sur des théories anciennes, qui vont s'appuyer sur Aristote, qui vont s'appuyer sur Machiavel, qui vont s'appuyer pour faire une politique, pour apporter quelque chose, d'essayer d'apporter du nouveau en prenant appui. C'est le cas du fascisme avec les Romains, du nazisme avec peut-être les Vikings, ou je ne sais pas sur quoi ils s'appuyaient. Mais voilà, donc on n'est pas dans de la créativité, on n'est pas dans
dans la prospective, dans quelque chose qui vise le futur. Il y a quelque chose qui est... et donc, forcément, il y a de la dureté, parce que, comment voit la politique Aristote, ça peut plus correspondre à maintenant. Il y avait un autre monde, c'était un autre moment. Voilà. Et donc... ou alors il faut prendre tout ce qui peut évoluer, mais c'est la même chose pour les spirituels qui s'appuient sur les livres sacrés sans pouvoir les faire évoluer dans leur tête ou dans leur esprit. Voilà. Donc on va arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.